faut nous replonger au milieu du mois de mars, où nous étions complètement en perte de repères. Les premiers jours du confinement, l'hôpital se transformait, se fermait, les consultations, les groupes ne pouvaient plus avoir lieu, tout était redéployé en ambulatoire. Nous devions tout reconstruire et nous avions un stress majeur pour faire ça bien, mais aussi l'impression d'être un petit peu dans une réalité différente, avec des rues désertes qu'on a tous vécues. Enfin, tout ça m'est tombé dessus comme à tout le monde et je me suis demandé comment être utile. Et je me suis dit, je travaille d'habitude sur le rétablissement, sur les facteurs de résilience qui permettent de surmonter un trouble psychique grave. Alors pourquoi ne pas travailler sur ce qui va permettre à la population française de faire face à cette situation exceptionnelle? Donc j'en ai parlé à Frédéric Asbart, qui est maître de conférence au pôle centre Rive-Gauche, praticien hospitalier. Et nous avons décidé de construire très rapidement un questionnaire. L'idée c'était de voir ce qui permettait au mieux de maintenir son bien-être dans une situation de stress majeur. Et c'est comme ça que nous avons lancé cette enquête. Elle a été conçue durant la première semaine de confinement et lancée dès la deuxième semaine de confinement et poursuivie jusqu'à la fin du confinement. Donc nous avons des données sur une trentaine de milliers de personnes au total. Les principaux enseignements de l'étude de LoQWell sont issus surtout des analyses des données de la deuxième et de la troisième semaine. Donc les principales analyses que nous avons faites montrent que dès la deuxième semaine de confinement, il y a une souffrance, il y a une altération du bien-être mental dans la population française. Les données brutes montrent que le niveau de bien-être déclaré par la population baisse au fil du confinement. Mais ça mérite d'autres analyses pour vraiment vérifier ce résultat. Déjà, qu'est-ce qui aggrave la situation? Il y a deux facteurs principaux. Le fait d'être suivi en psychiatrie, d'avoir été suivi ou d'être actuellement suivi, donc le fait d'avoir une fragilité de ce côté-là a rendu les personnes qui ont répondu plus sensibles au stress, et puis aussi l'âge, le jeune âge. Ce sont vraiment les deux facteurs qui ressortent principalement, qui rendent les personnes plus fragiles par rapport à cette situation de stress aigu. Qu'est-ce qui peut protéger? Eh bien, le principal facteur protecteur, ce sont les contacts sociaux. Pas les réseaux sociaux, les contacts sociaux directs, c'est-à-dire le fait de pouvoir échanger verbalement avec d'autres personnes de manière régulière. Ensuite, un autre enseignement, c'est que les consommations ont beaucoup changé. Ça, on l'a travaillé avec le professeur Benjamin Roland, qui est addictologue à Lyon. Et donc, nous avons vu une augmentation, une explosion même de la consommation des écrans. Bien entendu, la population communiquait de cette manière-là. Donc, ça a augmenté de manière notable chez 60% des personnes, entre 60% et 2 tiers. Et 15% des répondants ont perdu le contrôle de la consommation des écrans. Donc on peut craindre une augmentation des addictions comportementales, des addictions aux écrans à l'issue de cette période. L'augmentation également de la consommation d'alcool a été notable, avec une perte de contrôle chez une petite partie de la population. Le reste des consommations n'a pas beaucoup changé, à part la consommation de produits sucrés, de confiseries et autres biscuits. Peut-être parce que l'alimentation s'est fractionnée, a été moins ordonnée, parce que les personnes avaient perdu leurs repères, y compris en termes de cycle journalier. Les repas ne se prenaient plus de manière régulière, les gens étaient enfermés, n'avaient plus de travail pour se structurer pour une partie d'entre eux. Et donc leur sommeil et leur alimentation s'est fragmenté. Alors, cette étude en fait, avait pour but de montrer l'impact sur la population, à la fois l'impact délétère et à la fois les facteurs protecteurs. Elle a été faite, je vous rappelle, dans les premières semaines de confinement. À cette époque-là, c'était décidé pour 2 semaines. On a eu un autre bloc de 2 semaines et puis un bloc de 4 semaines. Donc, un des messages que je voulais faire passer au début, c'est attention, le confinement c'est également dangereux pour la santé mentale. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faudrait qu'on ait une date de fin du confinement. Ce qui a été fait au bout de 4 semaines. Et cette étude a pu apporter des éléments qui ont contribué à ce type de décision. L'autre enrichissement, c'est pour l'avenir, pour un autre éventuel confinement. Il faut prendre soin des populations les plus fragiles, des populations avec des troubles psychiques, les populations les plus jeunes, les étudiants qui ont beaucoup perdu leurs repères, qui vivent souvent dans des petites surfaces, à distance de chez leurs parents, qui se sont retrouvés sans enseignement, sans possibilité de savoir quelle serait leur modalité d'examen. Qu'est-ce qu'ils feraient l'année suivante, avec donc une grande insécurité pour des personnes en cours de construction finalement de leur avenir. Ça a été très insécurisant et le bien-être était vraiment bien plus altéré chez les étudiants et les personnes en situation de vulnérabilité psychique que dans les autres catégories de population. En fait, les personnes qui ont le mieux résisté étaient celles qui vivaient dans une grande surface, qui étaient plus âgées, avec plus de sérénité, plus de contacts sociaux,
les personnes qui ont le moins bien résisté étaient celles qui étaient les plus fragiles, les plus isolées, avec le plus de difficultés psychiques et le moins de contacts sociaux. L'étude sur le confinement s'est poursuivie d'un bout à l'autre, de la 2e à la 8e semaine, au début de la 8e semaine, et nous avons enchaîné avec une étude sur le déconfinement qui est encore en cours et à laquelle vous pouvez contribuer si vous le souhaitez.